enfin, nous a dit ce que nous pensions déjà un petit peu, nous sommes empoisonnés et que c'est très grave parce que quand on se rend compte que c'est cumulatif, que nous tous, là, nous avons consommé cela, nous tous avons dans notre sang du chlordécone et que ça s'élimine très difficilement, eh bien je crois qu'il y a quelque chose à faire et je crois que c'est le but de ce colloque. Il y a des choses à faire, des résolutions à prendre, on va réfléchir sur les résolutions. Il faut que nous réagissions parce qu'il faut quand même une mise en place d'une indemnisation et d'une prise en charge sérieuse des empoisonneurs contre notre pays, contre notre peuple. Donc je remercie Madame Pélage parce que je crois qu'elle va nous permettre en tant que juriste d'aller plus loin et de voir, parce qu'il y a une plainte qui a été déposée en France, nous savons comment la plainte est traitée, c'est un véritable effectivement délit de justice. Elle n'est pas instruite, sinon on nous désigne des experts qui sont totalement obtus, qui ne disent pas effectivement les conséquences du chlordécone, qu'il ne faut pas le lien entre chlordécone et cancer, enfin bref, on a déjà compris. Donc il faut aller plus loin, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit organisé dans ce pays, mais aussi en Guadeloupe, qu'on fasse une union très forte pour une indemnisation, mais surtout pour la prise en compte de ce problème pour nos enfants et surtout pour nos petits-enfants, les générations futures. Parce que le pays est en train de vivre une crise sanitaire sans précédent et il ne faut pas rester comme ça à attendre. Je pense que nous sommes un petit peu trop gentils, trop doux. Il faut maintenant réagir. D'accord? Alors, je pense que vous avez beaucoup de questions à poser à Madame Jospélage, mais on va le faire au moment du débat. Je pense que la parole maintenant est à notre intervenant, notre premier intervenant, après la marraine. C'est Monsieur Maître Samy Salomon, un jeune avocat, qui va intervenir sur cette question de justice au travers la demande de réparation formulée devant la justice justement par le MIA. Bonjour à tous. Donc avant tout, j'aimerais remercier profondément Monsieur le Président du MIR, Garça Malsa, Madame la Vice-Présidente, Colette Duhamel, de me faire l'honneur de cette invitation et de me permettre d'essayer de contribuer au débat juridique sur la question des réparations. Et je suis d'autant plus heureux que, pour expliquer aussi ma démarche par rapport à la Martinique et par rapport à ce combat de justice, je dirais que j'ai découvert l'idée de réparation, le combat de la réparation, avant même de découvrir vraiment la Martinique, puisque j'y suis depuis 3 ans et demi, à travers les lectures ou mon intérêt envers l'histoire anticoloniale et cette idée qui a été développée notamment par Fanon, selon laquelle l'Europe a construit dans son développement industriel, a construit le tiers-monde et qu'il y a une dette à cet égard. Et cette dette, elle peut s'expliquer juridiquement par le concept de réparation. Et je commencerai par reprendre les termes du débat du colloque, qui peut paraître surprenant à un juriste lambda, c'est l'opposition entre la justice et le droit. Et je commencerai par citer Maître Mounou Tuka, qui avait eu cette formule quand il avait plaidé devant un cour d'appel pour les réparations, qui a donné lieu à un arrêt sur lequel on va revenir, d'avril 2017, et qui évoquait la question de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1789, qui est la déclaration phare de l'idéologie des droits de l'homme, qui a fondé toute cette idéologie universaliste, droit positif universaliste, les grands fondements, et qui expliquait, qui faisait remarquer que le principe qui était le plus sacralisé dans cette Déclaration des droits de l'homme, au regard égalité, liberté, mais le principe qui était très sacralisé, c'est le principe de propriété. 1789, et vous savez mieux que moi d'ailleurs, vous savez très bien qu'entre 1788 et 1793, le volume d'affaires des armateurs négriers français était le plus florissant. Et donc on arrive tout de suite à avoir l'opposition entre le droit positif, qui est contingent, qui peut être un instrument de pouvoir, et l'idée de justice, qui est un absolu, qui peut s'analyser sur le plan de la politique, sur le plan culturel, sur le plan judiciaire, mais qu'on analyse, qu'on ressent plus dans le sentiment d'injustice. Et pour réparer cette injustice-là, dans tous les pays, il y a un concept universel qui est le concept, justement, de réparation. Alors,
Je vais évoquer juridiquement ce concept-là, pour lever l'ambiguïté selon lequel le crime consacré dans le droit positif français par la loi Taubira, à savoir la traite, la déportation, même si ça a été exclu du dispositif de la loi, et la réduction en esclavage, est irréparable. Évidemment que comme tout crime, comme tout drame, c'est irréparable au niveau affectif, au niveau des souffrances, il n'y a pas de remise en état possible. L'idée de la réparation d'un point de vue juridique, c'est l'idée de la remise en état. Et quand on sait que le peuple martiniquais est né de ce crime, et que l'industrie française s'est développée à travers ce crime, on imagine bien qu'il n'y a pas de remise en état possible. Mais la réparation d'un point de vue juridique répare précisément ce qui est irréparable quand on l'analyse comme un instrument juridique. Et c'est ce qu'on appelle les dommages et intérêts, c'est ce qu'on appelle les préjudices directs, les préjudices indirects, et précisément l'intérêt de débattre sur la réparation, d'analyser la réparation, c'est que ça permet, c'est en miroir avec, c'est consubstantiel au crime, et ça permet en miroir d'analyser le crime dans toutes ses dimensions. Et la particularité du crime contre l'humanité, de la traite, de la déportation et de l'esclavage, outre évidemment son horreur, outre sa durée, c'est sa nature de négation de l'humanité, c'est sa nature raciste, et c'est également le fait qu'elle ait coupé le lien à toute une identité, à toute une ascendance, à toute l'africanité, et tout ce déracinement, c'est une des particularités de ce crime. Et donc, quand on évoque la question de la réparation, on voit qu'il y a des impacts directs qui se sont traduits déjà par la question qui s'est posée sur la recevabilité. Parce que une des particularités du débat, c'est que l'État, donc il faut vraiment voir quels sont les acteurs en présence. Il y a l'État d'une part, ensuite il y a les juges, la Cour de cassation, qui selon moi ont eu une attitude assez complice de l'État, qui était défendeur aux actions, à savoir arriver à aboutir à une négation de ce crime en refusant le principe de la réparation. Il y a également les juridictions du fond, et notamment la Cour d'appel, sur laquelle je peux revenir, parce qu'elle ouvre des perspectives, à mon avis, intéressantes pour le futur. Mais ce qui est marquant, c'est que l'État a opposé à travers l'irrecevabilité de certains demandeurs, donc afrodescendants, en leur opposant le fait qu'ils n'arrivaient pas à prouver leur généalogie, quelque chose d'assez stupéfiant, c'est-à-dire qu'on oppose une des caractéristiques du crime pour opposer la possibilité de recevabilité d'une action en justice. C'est ce que Maître Germani évoque souvent comme rendre le crime parfait, par les arguments actuels qui sont développés par l'État. Ça, c'est assez choquant. Donc, une fois qu'on a compris cette démarche de réparation, qui est une démarche basique du droit, c'est pas de remise en état possible, mais c'est des mécanismes qui permettent, non pas d'une compensation, mais des mécanismes correcteurs. Il y a des choses qui ne sont pas quantifiables, il y a des choses qui sont quantifiables. Et la demande, c'est précisément d'y réfléchir, de réfléchir à cette complexité-là, et parce qu'on arrive à un paradoxe dans les arguments qui sont opposés, politiques notamment, même si je vais aborder surtout la question juridique, de dire le crime est tellement grave qu'on occulte la question de la réparation. Plutôt, au contraire, d'y réfléchir, plutôt que de réparer avec plus de fermeté, et plutôt que d'essayer d'apprendre cette complexité-là. Parce que par exemple, le volet de crime généalogique qui peut constituer la déportation, ça peut être le passé détruit ne revient pas, ne reviendra jamais. Ce déracinement porte préjudice encore actuellement à une certaine partie de cette population qui cherche à renouer avec ses racines. D'ailleurs, le peuple martiniquais vit en lui ce préjudice-là, mais on peut essayer d'analyser des mécanismes de correction qui permettraient justement, dans le cadre de la démarche de réparation, outre la question financière, la question de pouvoir avoir accès à cette généalogie plus facilement. Ça demande effectivement de l'argent, ça demande l'accès aux archives, ça demande de pouvoir avoir l'assistance d'experts, de pouvoir avoir accès à toutes les archives coloniales, ça demande des expertises, mais cette restitution de l'histoire, c'est un des enjeux qui peut être demandé aussi au titre de la réparation, et on voit à quel point le préjudice est direct et actuel et peut s'analyser en termes juridiques. Alors, après avoir évoqué la question de cette réparation-là,
du concept de réparation judiciaire. Je suis obligé d'être un petit peu synthétique parce qu'il y a tellement de choses à dire juridiquement sur cette question qui dépasse le cadre juridique, mais qui peut s'analyser juridiquement dans les combats du MIR. J'aimerais évoquer les moyens qui sont opposés, notamment par la Cour de cassation, et la façon dont les plus hauts magistrats, donc la Cour de cassation, dénaturent, à mon sens, des concepts fondamentaux du droit, qui dépassent d'ailleurs le droit national, du droit international, du droit constitutionnel, des principes supranationaux, notamment la séparation du pouvoir, pour mutiler l'effectivité de la loi Taubira. Parce que c'est un des arguments d'ailleurs qui est repris par l'État et qui a été repris par le tribunal de première instance, mais pas exactement par la Cour d'appel. C'est là où on voit qu'il y a un certain nombre quand même de victoires très concrètes sur le plan du droit par les actions engagées par le MIR. La Cour de cassation, dans le cadre d'une autre affaire que vous connaissez sans doute tous, l'affaire de l'apologie de l'esclavage par M. Duc Despointes dans l'émission de Canal+ 2009, où il avait expliqué qu'en gros l'esclavage c'était, pour dire un peu, c'était bien. La loi Taubira reconnaît d'une part que depuis 2015, donc elle date dans le temps ce crime d'État. Donc elle permet aussi d'attaquer d'une certaine manière la législation, la normativité de ce crime qui a été institué, mais elle permet également d'autres avancées sur le plan du droit positif, notamment la modification sur la loi de 1880 sur le droit de la presse. Et sur le fondement de cette loi Taubira, une action a été menée en justice pour porter plainte pour apologie du crime contre l'humanité à l'égard de Duc Despointes. Il a été condamné par le tribunal correctionnel, il a été condamné par la Cour d'appel, et la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel au motif que la loi Taubira n'avait pas de valeur normative. Et c'est cet argument qui a été repris ensuite par le tribunal de grande instance dans le cadre des réparations sur le plan civil engagé par le MIR. Et c'est assez stupéfiant sur le plan des principes du droit, sur le plan déjà de la séparation des pouvoirs, puisque la Cour de cassation, dans leur fonction judiciaire, vont s'arroger le pouvoir de donner valeur législative à une loi. Seuls les législateurs peuvent le faire, ou le Conseil constitutionnel. Donc on voit déjà qu'on a un déni de droit très clair pour tout simplement annuler les effets de cette loi Taubira. Et plus grave encore, ça c'est 2013 et ça a été repris donc, dans le cadre d'une autre affaire, mais cette jurisprudence, cette interprétation de la Cour de cassation a été reprise ensuite dans le cadre des actions engagées pour la réparation. Mais en déniant une valeur législative à la loi Taubira, la question qui s'est posée, c'est de faire ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, pour dire si la loi, si cette interprétation-là enlève une valeur normative à une loi qui prévoit un crime contre l'humanité qui n'aurait pas pour aboutissement de pouvoir imaginer l'accès à la justice pour la réparation, on va la déférer au Conseil constitutionnel pour avoir l'avis du Conseil constitutionnel. Mais pour faire ce qu'on appelle une question de prioritaire de constitutionnalité, c'est ce qui a été fait dans le cadre des actions par le MIR, il faut passer par le filtre de la Cour de cassation, justement, qui ont donné cette interprétation. Et la Cour de cassation, c'est dans une décision un arrêt de 2018, va estimer qu'elle n'a pas à transmettre au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de la loi Taubira, précisément parce qu'eux-mêmes se sont octroyés le droit de lui enlever toute portée normative. Donc voilà la situation, en tout cas, qui a été celle, non seulement de la Cour de cassation, mais celle qui a été, d'une certaine manière, instrumentalisée, en tout cas, par l'État, comme mécanisme de défense. Maintenant, j'aimerais revenir sur la décision de la Cour d'appel du 27 avril 2017. Parce que vous avez actuellement deux procédures. Il y a une procédure qui a donné lieu effectivement à l'arrêt de la Cour d'appel de 2017 suite à la procédure engagée, 13 ans de bataille judiciaire qui a été engagée en 2005. Et vous avez une autre procédure qui a été engagée postérieurement et qui est actuellement pendante, donc avec d'autres requérants, toujours le MIR, pendante devant la Cour d'appel. C'est-à-dire que la procédure est en cours. L'arrêt de la Cour d'appel est décevant parce qu'il dénie le droit
à la réparation va ouvrir, selon moi, et je pense qu'on pourra peut-être en débattre, des perspectives intéressantes. Parce que déjà, c'est pas la même position que la Cour de cassation. Il faut comprendre que la Cour d'appel reconnaît le droit à la réparation. Elle reconnaît que ce droit est transmissible, elle reconnaît la responsabilité de l'État dans le crime contre l'humanité, et d'une certaine manière, implicitement, je vais essayer d'y revenir un peu plus en détail, elle reconnaît la portée normative aussi de la loi Taubira. Toutefois, elle va opposer, de manière selon moi, à mon avis, extrêmement critiquable, mais elle va opposer la question de la prescription, et je vais revenir là-dessus. En gros, la Cour d'appel dit qu'il n'y a pas besoin d'utiliser en réalité la loi Taubira, parce que sur le fondement du décret d'abolition de 1848, on peut invoquer la question de la responsabilité civile, à savoir que quelqu'un qui commet un tort a l'obligation de le réparer sur le plan du droit civil. Le problème que ça pose évidemment, et qui se pose à nous, et c'est pour ça que c'est peut-être fait à bon escient entre guillemets, c'est que ça annule le caractère imprescriptible de la loi Taubira. Parce que la loi Taubira, le crime contre l'humanité, a la spécificité d'être un crime, en tout cas défini comme tel par le droit international, et d'ailleurs aussi par le droit international, et notamment par le droit coutumier international. C'est un crime qui est imprescriptible, par nature. La Cour d'appel va dire, ok, c'est imprescriptible, mais c'est un concept uniquement, le crime contre l'humanité, vous pouvez l'invoquer uniquement pénalement. Et en l'état du droit actuel, l'État n'est pas imputable pénalement. Et la Cour d'appel dit, en gros, vous ne pouvez pas l'invoquer, ce concept-là, uniquement sur le plan civil. À mon avis, c'est contestable, je ne vois pas sur quoi c'est fondé, parce qu'on a parfaitement le droit d'invoquer un crime dans le cadre d'une action civile, en considérant que ça participe, que ce crime a causé un dommage, et si ce crime a été défini comme un crime contre l'humanité au pénal, l'imprescriptibilité qui est inhérente au crime contre l'humanité devrait pouvoir être invoquée. Sur ce terrain-là, il y a eu un pourvoi en cassation, la Cour d'appel n'a pas suivi. La Cour d'appel a également estimé, plus que la question de l'imprescriptibilité, que la loi n'était pas rétroactive. Ça me semble extrêmement contestable, dans la mesure où partout où le crime contre l'humanité a été appliqué par les juridictions, il a été appliqué en particulier d'ailleurs à partir de 1946 dans le cadre du tribunal de Nuremberg, et avant qu'il y ait l'institution en 1998 de la Cour pénale internationale, il y a eu un certain nombre de juridictions ad hoc, comme en 1993 le Rwanda. Là on parle de droit pénal international, mais c'est les mêmes concepts qui peuvent s'appliquer au niveau de l'imprescriptibilité, de la non-rétroactivité sur le plan civil. Mais c'est sur l'application concrète du droit international. Tribunaux ad hoc, donc institués par les Nations Unies, au Rwanda, 93, en ex-Yougoslavie, au Cambodge, pour juger des crimes antérieurs au moment où le crime contre l'humanité a été intégré dans le droit positif cambodgien. D'ailleurs, je pense qu'il n'a jamais été intégré dans le droit positif cambodgien. Et donc, le caractère rétroactif du crime contre l'humanité a toujours été mis en œuvre dans le cadre de ces juridictions-là. On peut estimer que c'est un principe coutumier du droit international. Ça n'a pas été retenu par les juges de la Cour d'appel. Ça me semble extrêmement critiquable aussi. Par contre, ils posent un point, à mon avis, qui est intéressant. Ils disent, je vais reprendre cet arrêt-là, parce que je pense que c'est un vrai levier pour les actions futures, qui pose une question assez intéressante qui permet de mettre de l'histoire, effectivement, à des fins de la politique aussi, mais à des fins juridiques. C'est la question du point de départ de la prescription. Je vais vous lire les motivations de l'arrêt. Donc, une action en responsabilité ayant pour fondement l'article 1382 pour une action en responsabilité civile était susceptible d'être engagée à cette date, en l'occurrence 1888, dans la mesure où le décret d'abolition, qui n'a pas plus de valeur normative selon moi que la loi Taubira, mais ça, on va dire que c'est une parenthèse, estimait effectivement que l'esclavage était un attentat pour la dignité humaine, sur le concept de dignité. Cette action était de droit commun soumise à la prescription quadriennale. Le point de départ de la prescription quadriennale des créances contre l'État est la date du jugement qui statue sur l'action en responsabilité. Et là, c'est intéressant. Selon moi, ça pose la question du cours de la prescription
La prescription, pour préciser, parce que peut-être que c'est pas très clair, la prescription c'est le moment où, c'est la durée pendant laquelle on peut agir en justice. Voilà. Après un crime ou après la connaissance qu'on a pu avoir du crime. C'est un obstacle qui a été opposé. Toutefois, bien que recouvrant une pleine capacité théorique d'action en justice, il est illusoire de considérer que les esclaves affranchis par la loi ont pu avoir immédiatement une pleine conscience de leur droit d'agir en justice à l'encontre de l'État, et surtout qu'ils avaient alors la possibilité matérielle et morale de l'exercer devant une juridiction de ce même État. Donc, la Cour d'appel reconnaît qu'il y a une suspension dans le point de départ de la prescription, ce qui est une évidence, quand on sait d'ailleurs dans quelle mesure l'abolition n'a pas été un acte de justice, ça a été un compromis politique, puisqu'on sait qu'on a réparé en réalité les colons esclavagistes et que ça n'a pas été condamné, l'esclavage. Ça a été un acte politique. Et comment imaginer qu'on puisse imaginer pouvoir agir en justice quand on sait que quand je dis nous, pardon, pour les esclaves, entre guillemets libérés mais pas émancipés, quand on sait que leurs bourreaux ont été réparés juridiquement. C'est pas imaginable. Là-dessus, la Cour d'appel est d'accord. Mais l'action a ainsi été suspendue jusqu'au jour où les victimes ou leurs ayants droit ont été en mesure d'agir, conformément au principe contra non valentem agere. C'est du latin, agere non curit prescriptio, dont se prévalent les appelants. Ça, c'est intéressant. Pour autant, ceci ne démontre pas un empêchement qui se serait prolongé durant plus de 100 ans. On ne sait pas pourquoi la Cour d'appel parle de 100 ans, et qui aurait fait obstacle à ce qu'au moins les héritiers des anciens esclaves agissent bien avant l'assignation des livrets. Ça me paraît extrêmement critiquable. Déjà, la Cour d'appel, et sur ce point a été défait à la Cour de cassation qui a simplement repris les attendus de la Cour d'appel, ne donne pas, elle, le point de départ de cette prescription-là. Et ça nous amène, même si, à mon sens, c'est pas au référent de le faire, c'est plutôt au défendeur, l'État, ou à la juridiction de poser ce principe-là, mais ça nous amène à réfléchir sur la question de cette suspension et du point de départ. Parce que la question, ce n'est pas de savoir, on ne peut pas avoir un raisonnement concret là-dessus. La question, c'est pas de savoir si un afrodescendant ait eu l'idée folle à cette époque d'agir en justice. Vous savez que la réparation, comme idée de justice, ça a toujours existé. Avant 1848, ça s'est manifesté dans les révoltes, dans le marronnage, ça s'est toujours manifesté parce que c'est inhérent au sentiment d'injustice et ça s'est manifesté immédiatement après 1848. Sauf que ça a été tué, toutes ces revendications-là ont été tuées dans l'œuf. Il y a toujours eu cette demande de réparation. Et les premiers qui l'ont portée, c'est les populations qui ont été réduites en esclavage et les populations qui ont été déportées. Mais il faut essayer de raisonner comment psychologiquement, matériellement et collectivement, c'est ça, à mon avis c'est ça le débat. Chaque afrodescendant pouvait être en mesure, donc psychologique et matériel, de pouvoir agir en justice contre l'État colonial. Parce qu'après l'abolition, on sait qu'il y a eu le maintien d'une servitude par les lois sur le vagabondage, il y a beaucoup d'écrits dessus, le maintien dans les habitations, le maintien d'une dépendance physique, matérielle dans les habitations-là. Il n'y avait pas les moyens d'une émancipation et de la possibilité matérielle d'agir en justice d'un point de vue collectif. On sait aussi que c'était un État, en tout cas juridiquement, et puis, un État colonial avec une idéologie raciste jusqu'en 1946. Dans quelle mesure les descendants d'esclaves, depuis les anciennes populations esclavagisées après l'abolition, pouvaient agir en justice? C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'une part mettre des barrières, parce qu'il y a également toute une injonction administrative, politique, une injonction à l'oubli, de mettre cette barrière-là, historiquement, avec une histoire officielle qui parle uniquement de l'abolition, mais qui nie le fait de l'esclavage, des rébellions, ce combat porté. On ne peut pas, d'une part, empêcher organiser l'oubli, et ensuite reprocher aux descendants, aux afro-descendants, de ne pas avoir agi en justice en reposant la prescription. Ça me paraît extrêmement contradictoire. Et ce débat-là, il peut être poussé, et ça, on peut en débattre aussi, de montrer à quel point la prescription, le cours de la prescription a toujours été en réalité suspendu. Et ce n'est qu'en 2001 que la loi Taubira a d'une certaine manière, en tout cas officiellement, brisé ce silence en permettant de condamner
et de dater l'esclavage, la traite et la déportation comme un crime contre l'humanité. Donc je pense que ce débat est intéressant et qu'il faut l'affronter pour, dans le cadre des prochaines actions en justice. Ça permet aussi de poser vraiment de l'histoire, et cette histoire de la domination dans le cadre du débat juridique. Et l'autre point, l'autre levier, à mon avis, qui est apporté par cet arrêt-là, c'est sur la question de la prescription. Même si on écarte la loi Taubira, même si on écarte la question de l'imprescriptibilité. Vous avez, j'évoquais la question de la dimension du crime généalogique, de cette structure-là. Mais une partie des effets du crime continue à courir. Et à partir du moment où ces effets-là continuent à courir, donc le fait d'être coupé de la possibilité justement de renouer avec sa généalogie, la prescription n'a pas pu commencer à courir. Et c'est le deuxième élément et c'est le dernier élément que je vais évoquer en évoquant plusieurs actions qui peuvent être envisagées par la suite. Je vais en évoquer deux, parce que pour éviter d'être trop long, et encore une fois en me basant sur la question, sur ce qui est exprimé dans l'arrêt de la Cour d'appel. Là, quand la Cour d'appel évoque la question de la prescription, elle évoque le préjudice direct, transmissible dans le patrimoine des descendants de personnes esclavagisées et qui ont subi en tout cas toutes les souffrances de l'esclavage, c'est-à-dire le préjudice direct qui se transmet, puisqu'il se transmet de génération en génération, c'est la règle de droit, tant qu'il n'a pas eu la possibilité d'agir en justice. Mais la question qui se pose aussi, c'est celle du préjudice direct des afrodescendants actuellement. Et cette question a été posée. Là-dessus, la Cour d'appel considère justement qu'il n'y a pas de prescription. La Cour d'appel considère qu'il n'y a pas de prescription parce que la prescription, elle naît pour chaque personne. En revanche, elle vous dit qu'il n'y a pas en l'état de preuve du caractère direct et certain de ce préjudice-là. On a sur cette base-là, et comme sur cette base-là, il y a des actions envisageables. Vous avez plusieurs actions envisageables, et notamment l'article 145 du Code de procédure civile qui permet de demander en référé ou par requête des mesures exceptionnelles, d'ailleurs sans défendeur nécessairement face, on demande des mesures d'instruction qui peuvent avoir un effet sur des litiges à venir. Donc on demande des mesures d'instruction. Dès lors qu'on sait que la prescription n'est pas un obstacle pour invoquer la réparation en tant que victime directe actuelle, on peut très bien, sur le fondement de l'article 145, à mon sens, du Code de procédure civile, envisager des mesures d'instruction pour demander précisément, justement, des expertises. Alors, on a parlé des épigénétiques, de la transmission, je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, pour expliquer que ça peut modifier l'ADN, que cette souffrance peut se transmettre. On pourrait demander précisément une expertise pour évaluer ça. Et pour pouvoir ensuite agir directement en justice sans qu'on puisse opposer la prescription. L'autre élément, c'est sur la question du crime généalogique et sur la question de la recevabilité. Je reviens, je conclue là-dessus, sur le problème qui est posé sur l'absence de recevabilité des requérants qui n'arrivent pas à prouver leur ascendance. Mais précisément, là, ça ouvre la voie à tous les afrodescendants pour pouvoir agir en justice. On peut envisager de demander une expertise justement généalogique pour pouvoir apporter cette preuve, pour pouvoir ensuite, de cette généalogie-là, ça permet aussi d'essayer de réintégrer son histoire personnelle, pour pouvoir ensuite agir en justice sur le plan de la réparation. Donc ça, c'est aussi un élément, un levier à mon avis pour les actions futures. Donc j'en ai terminé en tout cas de cette synthèse générale par rapport aux actions judiciaires, et j'aimerais simplement dire que selon moi, cette idée de la réparation, moi je suis en Martinique depuis 4 ans, je l'ai évoqué, je finis simplement pour évoquer un peu ma situation personnelle, elle peut être passée sous silence. Moi j'ai vécu ce mépris de l'histoire martiniquaise, par ma propre ignorance sur la Martinique, et avec le sentiment quand même que le corpus idéologique des droits de l'homme républicain marquait un certain mensonge sur l'histoire, en tout cas, de la domination coloniale. Mais en tout cas, cette question de la réparation, à mon avis, si elle est passée sous silence par la France, parce qu'évidemment, il y a des militants
vous en faites tous partie de la réparation, c'est parce que je pense qu'elle fait peur, parce que c'est une exigence de justice qui peut bouleverser, d'une certaine manière, la vision qu'on peut avoir de notre histoire collective et la vision qu'on peut avoir aussi des conséquences sociales de toute cette histoire depuis la Renaissance. C'est toute cette histoire de la domination qui fait qu'effectivement aujourd'hui en Martinique c'est pas unifactoriel, c'est évidemment plurifactoriel, mais on est dans un pays qui souffre qui a des souffrances qui en partie sont causées par cette histoire-là. Donc j'espère en tout cas j'espère qu'on pourra débattre de tous ces points-là. J'espère que le combat judiciaire, je suis persuadé, va continuer et que peut-être, et j'en suis persuadé, les rapports de force vont s'inverser. Je sais qu'il y a une dynamique internationale qui va dans ce sens-là. Il y a eu récemment une résolution du Conseil de l'Union européenne qui va dans ce sens-là et que les lignes, en tout cas sur le terrain judiciaire, vont se briser pour reconnaître ce droit à la réparation parce que la situation actuelle est discriminatoire, elle équivaut à dénier pour une partie effectivement de la population un droit qui doit être, à mon sens, un droit universel. Alors les interventions de ce matin sont terminées. On a un petit problème avec un intervenant qui ne peut pas venir, c'est M. Ali Jumel, parce qu'il a un problème d'avion. Le retour a été retardé, le vol a été retardé et il ne peut pas retourner aussi tard en Guadeloupe. Donc il a préféré renoncer à venir. Il devait intervenir justement sur la question du chlordécone au travers la procédure entamée devant le juge d'instruction. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire parce qu'il l'a fait au niveau de la Guadeloupe et moi je l'ai fait au niveau, pour la Sopamar, au niveau de la Martinique. Donc je pourrais éventuellement, sans avoir spécialement préparé, dire 2 mots de cette procédure-là. Mais en attendant, nous, pour ce matin, nous allons arrêter là les interventions et cet après-midi, nous allons commencer par Maître Louzé Donznac, puis Maître Aristide qui nous vient de la Guadeloupe, qui va arriver sous. Donc le débat est ouvert. Je vous demande si vous avez des questions de bien vouloir les poser. On va discuter des deux, aussi bien de l'intervention de Mme Josse qui n'était pas prévue comme intervention, mais comme simplement une petite intervention dans la marine, mais qui a été très 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 documentée, et sur aussi l'intervention de Samy, que je remercie, qui a beaucoup travaillé apparemment, et qui nous a donné des points de vue juridiques très importants, notamment qui a fait un bon commentaire de l'arrêt, qui est nécessaire, comme il dit, qui va nous permettre de relancer bientôt des actions du MIR et des afro-descendants en réparation devant les tribunaux. Donc nous vous demandons maintenant, si vous avez des questions à poser, de les poser. Je pense qu'elles sont nombreuses parce que les 2 interventions étaient très intéressantes et je pense que ça va amener des questions intéressantes également. Merci. Something